pouvoir du Canada fonctionne. La gouvernance du Canada, c'est-à-dire la façon de gouverner le pays, se fait à l'aide d'un ensemble de lois qui s'appelle la Constitution. La Constitution, ce sont des lois qui disent comment fonctionne le pays, comment on doit faire pour le faire fonctionner. C'est une espèce de gros livre avec énormément de lois. Au Canada, le chef officiel, c'est le roi ou la reine de la Grande-Bretagne. On appelle ça un monarque. C'est un chef officiel, mais il ou elle n'a aucun pouvoir réel sur les décisions qui se font au Canada. Comme le monarque de Grande-Bretagne n'habite pas au Canada, il donne son pouvoir au gouverneur général. C'est une personne qui habite au Canada et qui représente le roi ou la reine. Comme le monarque de Grande-Bretagne n'a pas de vrai pouvoir, le Canada a 3 pouvoirs pour pouvoir fonctionner. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais comment fonctionnent les 3 pouvoirs qu'on vient de nommer? Nous allons commencer par expliquer le pouvoir exécutif. Exécutif veut dire exécuter, faire fonctionner. Dans le pouvoir exécutif, on retrouve 2 sortes de personnes. Le Premier ministre, qui a été choisi par les Canadiens, c'est donc le chef du pays. Mais il ne gouverne pas tout seul, il a besoin de son cabinet. Le cabinet, ce sont tous les ministres qui l'aident à gérer les affaires du gouvernement. Les ministres sont nommés par le Premier ministre. Il choisit donc qui fait partie de son cabinet. Pour que le gouvernement fonctionne bien, chacun des ministres a la tâche de s'occuper d'une partie du pays. Chacun des ministres s'occupe donc d'un portefeuille. C'est comme ça qu'on appelle le dossier qui est aux mains du ministre. Au Canada, il y a beaucoup de portefeuilles. Dans le gouvernement de Harper, il avait 27 ministres avec 27 portefeuilles différents. Voici quelques exemples. La santé, l'éducation, le tourisme, les sports et beaucoup d'autres. Le pouvoir exécutif, c'est donc le Premier ministre comme chef du Canada et son cabinet, les ministres qui l'aident à gouverner le pays. Ensemble, ils doivent s'occuper des affaires courantes du gouvernement, c'est-à-dire les affaires de tous les jours. Mais aussi, ils sont responsables de proposer la majorité des lois, puisqu'ils s'occupent des différents aspects du pays, ils sont au courant de quelle loi doit être adoptée. Voyons maintenant le deuxième pouvoir du Canada, le pouvoir législatif. Legis ou legis en latin veut dire loi. Le pouvoir législatif, c'est donc le pouvoir qui permet de créer des lois. Tout le pouvoir législatif se déroule dans un endroit qui s'appelle le Parlement. Ici au Canada, il est dans la capitale, Ottawa. Le Parlement est composé de 2 endroits, la Chambre des communes La Chambre des communes a 308 députés élus. Et dans le Parlement, il y a aussi le Sénat. Au Sénat, il y a 105 sénateurs. Ceux-ci sont choisis ou nommés par le Premier ministre avec la recommandation de certaines personnes. Voyons en détail ces 2 institutions qui composent le pouvoir législatif. D'abord, à la Chambre des communes. Il y a des députés qui viennent y discuter des lois. Il y a 308 députés. Un député, c'est une personne qui a été choisie par le peuple. Elle représente sa circonscription électorale.
Une circonscription, c'est une région géographique. Ça veut dire une partie du Canada. Le nombre de députés par province dépend du nombre d'habitants. Donc, une province qui n'a pas beaucoup d'habitants aura un plus petit nombre de députés. En Alberta, nous avons 28 députés. Par contre, en Ontario, qui est une province avec beaucoup de monde, ils ont 106 députés. Lors des élections, nous ne votons pas pour le Premier ministre. Nous votons dans notre circonscription pour un député. Le député, ainsi choisi, s'en va à la Chambre des communes. Il y a 2 scénarios possibles d'élection au Canada. Disons que nous avons 4 partis. Dans le premier scénario, le Parti rose a remporté 252 députés dans tout le Canada. Le Parti bleu en a eu 36. Le Parti vert a réussi à avoir 15 députés dans tout le Canada et le Parti jaune 5. Tous ces 308 députés s'en vont à la Chambre des communes et s'assoient pour discuter des lois. Dans ce scénario, on voit qu'il y a beaucoup plus de députés du Parti rose pour prendre les décisions. C'est donc le Parti rose qui a gagné. Le Premier ministre va donc être choisi dans ce parti-là. Ceci s'appelle un gouvernement majoritaire. Dans le deuxième scénario, le Parti rose a remporté 80 députés dans toutes les circonscriptions du Canada. Le Parti bleu en a eu 75, le Parti vert 77 et le Parti jaune 76. Quand tous ces députés s'en vont à la Chambre des communes, on remarque qu'ils sont presque à égalité pour prendre des décisions. Par contre, c'est le Parti rose qui a eu le plus de députés. Donc, c'est toujours lui qui a remporté les élections. Seulement, il est minoritaire. Pour prendre les décisions, il va devoir convaincre les autres partis. Il y a toujours 308 députés et le Premier ministre est un Parti rose. Nous voici donc toujours dans le pouvoir législatif au Sénat. Dans le Sénat, il y a 105 sénateurs. Ceux-ci sont choisis par le Premier ministre et le Premier ministre doit faire en sorte qu'ils soient répartis également dans toutes les régions du Canada. Ceci leur permet de bien représenter tout le peuple canadien. Les sénateurs ont le devoir de représenter les régions éloignées et les minorités du Canada. Souvent, ces personnes-là sont oubliées quand il est le temps de prendre des décisions au niveau du gouvernement à Ottawa. Parmi les groupes qui ont souvent été oubliés, il y avait les femmes, mais aussi les personnes de langue minoritaire, comme les francophones qui habitent à l'extérieur du Québec. Un autre groupe souvent oublié du gouvernement a été les Autochtones. Il est important que les sénateurs protègent les droits et les libertés de ces personnes-là. Il existe beaucoup d'autres groupes minoritaires ou qui vivent dans des régions éloignées. Il nous reste un dernier pouvoir à étudier. Il s'agit du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire permet d'interpréter les lois. Ces lois sont interprétées dans un bâtiment qui s'appelle la Cour suprême du Canada. La Cour suprême est aussi située à Ottawa, mais elle n'est pas dans le Parlement. À la Cour suprême, pour prendre des décisions et juger, il y a 9 juges. Ceux-ci sont nommés par le Premier ministre et le gouverneur général. Ils peuvent rester jusqu'à 75 ans ou jusqu'à ce qu'ils décident de se retirer. Ils
juge des affaires qui touchent souvent la Constitution du Canada et les droits et libertés nommés dans la Charte des droits et libertés. Les affaires courantes sont jugées dans les cours provinciales. Chaque province a des cours. Quand l'affaire n'est pas réglée parce que le jugement n'a pas pu être prononcé, on demande à la Cour suprême de le juger. Voici comment naît une loi. Tout d'abord, il y a le Premier ministre et son cabinet, le pouvoir exécutif, qui propose une loi. La loi est proposée à la Chambre des communes. Cela signifie qu'elle doit être d'abord lue. Il y a une première lecture et une deuxième lecture devant tous les députés. Par la suite, les députés discutent. Ils peuvent décider tout de suite de rejeter la loi s'ils la jugent pas appropriée. Par contre, s'ils trouvent que c'est une bonne loi, ils doivent l'étudier. Un comité est nommé pour discuter de la loi. Ils posent leurs questions, entendent des témoins, se réunissent plusieurs fois et prennent une décision. À ce moment-là, l'étude de comité peut décider de rejeter la loi ou d'apporter des changements. Ces changements sont appelés des amendements. Ils réécrivent la loi en ajoutant les amendements. Par la suite, il y a une étape de rapport. Un rapport est un papier écrit. Ils écrivent la loi, tous les changements, les raisons pour lesquelles ils ont pris des décisions pour amender la loi et rajoutent d'autres amendements si nécessaire. Par la suite, la loi, avec tous ces amendements, retourne à la Chambre des communes pour une troisième lecture devant tous les députés. Là aussi, si l'ensemble de la Chambre décide que la loi n'est pas bonne, ils peuvent la rejeter. Par contre, si elle est jugée être une bonne loi, elle est envoyée au Sénat. Au Sénat, c'est le même processus qui recommence. La loi est lue une et une deuxième fois devant tous les sénateurs. Si les sénateurs n'ont rien à dire, elle est lue une troisième fois pour s'assurer que tout le monde est d'accord. Par contre, si les sénateurs jugent qu'une minorité n'est pas représentée ou que la loi ne convient pas pour certaines régions, ils ont droit d'y apporter des amendements. Dans ce cas, il y a encore les étapes d'étude et de rapport. Une fois que la loi est satisfaisante, elle retourne à la Chambre des communes pour repasser à travers les 3 lectures, puis au Sénat. Quand une loi est approuvée par la Chambre des communes, puis qu'elle est approuvée aussi par le Sénat, elle doit avoir la sanction royale. La sanction royale, c'est en fait une signature, la signature de la reine ou du roi d'Angleterre. Mais comme il n'est pas présent, souvenez-vous, c'est le gouverneur général qui a le droit de signer. Une fois qu'il y a la sanction royale, la loi est une vraie loi qui peut être appliquée dans le pays. Pour être un bon citoyen, on pense souvent qu'il suffit seulement de voter. Mais est-ce qu'il existe d'autres actions que nous pouvons poser pour être de bons citoyens canadiens? Effectivement, on peut se présenter
pour devenir député de notre circonscription. Cela signifie qu'on a envie d'être politicien. Mais tout le monde n'a pas envie d'être un politicien. Par contre, tu peux, comme citoyen canadien, suggérer des lois par lettre adressées à ton député de ta circonscription ou directement au Premier ministre ou à n'importe quel député de la Chambre des communes ou n'importe quel sénateur. Ils ont l'obligation de lire ta lettre devant toute la Chambre des communes ou tout le Sénat. La troisième action que tu peux faire, c'est la plus importante. C'est celle de te renseigner sur ce qui se passe au Parlement. Le Parlement est tellement loin, mais tu as le devoir comme citoyen de savoir ce qui s'y passe. Cependant, la majorité des citoyens canadiens n'ont pas vraiment le temps entre le travail, les études, la famille, les activités ou autres, de se renseigner sur ce qui se passe au Parlement. Et beaucoup de Canadiens pensent que ce n'est pas leur problème puisqu'ils ne sont pas politiciens. Pourtant, il existe des moyens de se renseigner, mais aussi d'agir sur les lois qui sont choisies. D'un côté, nous avons les citoyens canadiens qui habitent partout au Canada. Puis de l'autre, le Parlement, situé à Ottawa, on le sait, très loin de la plupart des Canadiens. Le pont entre les deux, ce sont les médias. La radio, la télévision, Internet ou toute autre forme, papier ou électronique, de médias, permettent aux citoyens canadiens d'être informés de ce qui se passe au Parlement. Au Parlement, les médias ont leur place assignée. Cela s'appelle la tribune de la presse. Chaque journal est présent pour rapporter les décisions qui sont prises. Comme on sait que le Premier ministre ou le cabinet propose la majorité des lois, il existe des groupes qui s'appellent des lobbyistes. Ces groupes sont des groupes de pression qui essayent d'influencer les décisions du Premier ministre ou de ses ministres. Avec toutes tes connaissances sur le système fédéral canadien, tu devrais être capable de trouver ta propre réponse à cette question. Le système politique fédéral permet-il de gouverner le pays efficacement au nom de tous les Canadiens ?